12e chapitre, Bobby Copas dit « On vous le tient, monsieur Renda. C'est sûr qu'il est là-dedans et qu'il n'a pas moyen d'en sortir. » Renda regarda la maison et le soleil du petit matin qui brillait sur les fenêtres, en attendant un quelconque signe de vie, en se demandant ce que cet homme était en train de faire, s'il était bien dans la maison. L'endroit semblait désert, détérioré, abandonné. Il se dit qu'il devait commencer à faire chaud là-dedans. Le type devrait ouvrir une fenêtre, aérer un peu. Le type devrait faire quelque chose, ouvrir la porte, sortir la poubelle. Quelque chose, quoi. S'il essaie d'aller jusqu'à la route, dit Lundy, on a 2 gars là-bas, dans l'atelier d'emballage. Au cas où il essaierait de traverser le champ de melon, il y en a 2 autres à l'arrière. On lui a coupé le fil du téléphone. Je dirais que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller à la porte et sonner. S'il est là, dit Renda. Il regarda Copas. « Est-ce que tu l'as vu ce matin ?» Bobby Copas avait passé la nuit debout, mais n'était même pas fatigué. Il avait fait un boulot et n'avait pas commis d'erreur. Il dit « J'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans les toilettes. Ou alors il se cache sous le lit. »« J'ai toujours du mal, fit Renda, à te poser une question. »« Hein ? Ce que je voulais dire, monsieur Renda, c'est non. Je l'ai pas encore vu, mais il est dans la maison. Sa camionnette est là. Il peut pas être ailleurs. »« Et tu dis que personne n'est venu ? » ?»« La fille, dit Lundy, hier. Elle est la seule. » Le regard de Renda se fixa à nouveau sur la maison. On n'était pas dimanche. On n'était pas un jour férié. Le type ne faisait pas la grasse matinée. Il devrait déjà être sorti. Il aurait dû être sorti depuis 1 heure et être en train de travailler, de faire quelque chose. Alors s'il était là-dedans, c'est qu'il savait ce qui se passait. Il l'avait deviné, senti, ou bien il avait vu quelqu'un. « Ça me plaît pas, » dit Renda. Ça ne plaisait pas non plus à Eugène Lundy, ça ne lui plaisait pas du tout, mais c'était un métier qui rapportait gros, qui lui laissait plein de temps pour se saouler entre 2 boulots. Il valait mieux ne pas trop y penser et faire ce qu'il fallait pour être débarrassé. Il dit « Bon, ben on peut rester là à glander, ou on peut le faire sortir de là, et en finir avec ce salaud. » Il était bon d'être secondé par des gars comme Eugène Lundy, mais les gars comme lui étaient difficiles à trouver. « C'est ce qu'on va faire, » dit Renda. « Mais je veux pas de saloperie de surprise, j'ai pas besoin de surprise. »« Bon, Jean, comment ça se présente ? » ?»« On dirait que ça se présente. Le type dans la maison, avec une fille, un flic, peut-être 2, sur la route. Est-ce qu'il y a d'autres flics quelque part ? Tu dis non. D'accord. Alors que font les flics ? Peut-être qu'ils se sont taillés. Peut-être qu'ils ont dit qu'il aille se faire voir. Peut-être qu'ils ont rien à foutre de ce type et qu'il y a encore un flic sur la route. Ça, Jean, tu en es bien sûr ? Lundy eut un hochement de tête affirmatif. Je l'ai vu entrer dans la cabane à outils. Il a une radio là-dedans. D'accord, dit Renda. Ils savent que je vais le tuer, alors ils restent dans le coin. Mais ils s'approchent pas beaucoup. Hein ? Qu'est-ce qu'ils font ? Peut-être que, comme tu dis, ils ont rien à foutre de ce type. Je sais pas, fit Lundy. Peut-être qu'ils pensent que tu es déjà venu, alors tu vas pas revenir tout de suite et ils ont un peu de temps. Je sais pas comment ils pensent, ces salauds de flics, mais peut-être que c'est ça qu'ils pensent. Renda attendit 1 minute, les yeux fixés sur la maison. Puis il hocha la tête et dit « Bon, on va le faire sortir, on va le faire aller jusqu'à la voiture. Et la fille, il faudra qu'on emmène la fille. » Bobby Copas s'était mis lui aussi à y penser à l'action qu'ils allaient entreprendre, et il dit « Monsieur Renda, et s'il a un fusil ? » « S'il en a un, on le lui prendra, » répondit Renda. « S'il essaie de s'en servir, alors on n'a pas le choix, » il regarda Lundy. « On le fait dans la maison, et on se taille, » il regarda Copas. « Je crois que ce qu'on va faire, tu t'approches le premier de la porte, on arrive derrière toi. » Bobby Copas entendit ça, mais n'y crut pas. Il se dit « C'est pas vrai, bon Dieu !» et sourit parce que, merde, il n'avait jamais participé à un truc de ce genre et il ne savait pas ce qu'il devait faire, comment réagir ou se comporter. Il se sentait tout con d'être là, à sourire, mais que pouvait-il faire d'autre ? Il dit « Vous savez, monsieur Renda, j'ai jamais fait un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que peut-être je saurais pas m'y prendre. » Il souriait encore. Renda lui dit « Tu t'approches de la porte, on arrive derrière toi. » Majestic posa les 2 valises près de la porte d'entrée et regarda Nancy. « Êtes-vous prête ? Je crois, dit-elle. »« Les 2 valises vont à l'arrière, dit Majestic, sur le plateau. Ça vous fera gagner du temps et on en aura peut-être besoin plus tôt que prévu. »
D'accord, dit-elle. Dès que vous aurez démarré, gardez le pied sur l'accélérateur. Ne vous arrêtez pas, ne ralentissez pas. Si quelqu'un veut vous barrer le chemin, écrasez-le. Quand vous aurez fait 8 ou 9 kilomètres sur la grande route, vous verrez le panneau de la station Enco, au carrefour. Le café est juste après. Vincent, dit-elle. Écoutez-moi, dit Majestic. Vous descendez, vous prenez votre valise et vous allez au café. Vincent, je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça tout seul, vous avez besoin de quelqu'un. Pensez à ce que vous avez à faire, dit-il. C'est assez, plus que ce que j'ai le droit de demander. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît, lui dit Nancy. Je ne vais pas me disputer avec vous, dit Majestic. On en a déjà discuté. Ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis. Vous vous en allez, un point c'est tout. D'accord, dit Nancy, mais vous ressentez quelque chose pour moi, comme moi pour vous. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Il ouvrit la porte et s'en écarta pour la laisser passer. Il faut y aller, dit-il. Ils la regardèrent sortir avec les valises et les balancer, l'une après l'autre, à l'arrière du pick-up. Quand elle se mit au volant, Lundy, surpris, déclara « Elle se barre avec le pick-up du type. »« 2 valises, dit Renda. Il lui fallait prendre une décision tout de suite, soit l'arrêter, soit la laisser partir. Le type pouvait avoir décidé de la faire partir pour la sortir de là, ou bien le gars pouvait être en train de mijoter quelque chose. Il demanda à Copas « Elle portait une valise hier ?»« Ouais, dit Copas, c'est juste, elle portait quelque chose. Combien de valises ? Rien qu'une. Ouais, elle a traversé tout le champ avec. » Ils entendirent la voix de la fille qui criait quelque chose vers la maison. La fille passa le bras par la fenêtre du pick-up et l'agita. Quand la camionnette démarra et commença à s'éloigner de la maison, Lundy s'écria « Elle le laisse là. » Vous vous rendez compte ? Renda était en train de penser « Il faut l'arrêter. » Hurler au gars derrière la remorque. Lui hurler de l'arrêter, la sortir du pick-up, seulement quand il finit par se décider et hurler « Arrêtez-la, arrêtez le pick-up !» Il était trop tard. Majestic était sorti de la maison. Il courait derrière le pick-up, posait les mains sur le haillon, se hissait et basculait sur le plateau du véhicule qui prenait de la vitesse et s'éloignait en soulevant un nuage de poussière. Nancy entrevit à peine celui qui se tenait près de la remorque. Il n'eut que le temps de se placer sur le chemin, de lever son fusil et s'écarter d'un bond pour éviter le pare-choc avant, et elle était déjà passée en serrant très fort le volant qui vibrait et en se demandant si Vincent survivrait au chaos sur le plateau métallique du pick-up. Elle avait envie de regarder derrière elle, mais elle gardait les yeux fixés sur le chemin. Elle roulait maintenant à 80 à l'heure et vit soudain la voiture qui apparaissait au coin de l'atelier d'emballage, fonçait, freinait, dérapait un peu et s'immobilisait en travers de l'étroit chemin de terre en lui barrant le chemin. Nancy braqua à fond à droite, descendit un peu dans le fossé, en ressortit et retrouva le chemin en ayant contourné la voiture. Dans le rétroviseur, elle vit la voiture reculer, faire demi-tour et se lancer à sa poursuite. Elle approchait maintenant de la grande route et il allait lui falloir ralentir, tourner à gauche en direction d'Edna et parcourir les 8 ou 9 kilomètres à fond de cale, s'arrêter au café, descendre, prendre sa valise pendant qu'il sautait dans la cabine, se mettrait au volant et, avant qu'elle ait pu dire un mot, il serait parti, les conduisant quelque part dans les montagnes et elle ne le verrait plus jamais. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Il avait besoin d'elle. À deux, ils auraient peut-être une chance, mais il était têtu et ne voulait pas l'écouter. Alors elle pouvait se soumettre, faire ce qu'il lui avait dit, et ne plus jamais le revoir après qu'il soit monté dans le pick-up et qu'elle ait traversé la rue pour attendre le car. Ou bien, elle pouvait oublier les instructions qu'il lui avait données, tout ce qu'il avait dit et l'aider, qu'il le veuille ou non. C'était simple, tout décidé. Quand elle atteignit la grande route, elle ne tourna pas à gauche mais à droite. Il frappa des poings sur la vitre en hurlant « C'est de l'autre côté! Qu'est-ce que vous fichez ?» Elle regarda par-dessus son épaule, lui adressa un beau sourire, écrasa l'accélérateur, le vit perdre l'équilibre et disparaître de derrière la vitre. Au moment où le pick-up passait, l'adjoint qui se trouvait sur le chantier de réfection de la route le vit se relever et s'appuyer contre la vitre arrière de la cabine. L'adjoint reconnut aussitôt Majestic, mais il n'eut pas le temps de bien voir la personne qui était au volant. Il lui sembla que c'était la fille, mais il n'aurait pu le jurer. La camionnette passa si vite, en direction de l'est, dans le sens opposé à Edna. Il se précipita à la radio quand la voiture,
une Dodge vert foncé à 2 portes, atteignit la route et fit hurler ses pneus en tournant. Aucun doute dans son esprit. Quelqu'un poursuivait quelqu'un. 30 secondes plus tard, Harold Ritchie entrait dans le bureau de McAllen. Renda ou des gens de sa bande l'ont pris en chasse. Il file vers l'est sur la grande route. « Bon, alors ça y est, » dit McAllen. « À nous de jouer. » Il savait maintenant ce qu'elle faisait et savait ce qu'il avait à faire. Couché sur le côté sur le plateau du pick-up, il ouvrit sa valise, en sortit la crosse et le canon du Remington calibre 12, les assembla et y fourra 5 cartouches. Ce ne fut pas facile. Ça lui prit plus longtemps que d'habitude à cause des vibrations du métal sous son corps, du roulis de la voiture et du vent. Il avait du mal à rester en équilibre, couché sur le coude, du mal à empêcher le fusil de sauter et les munitions de s'éparpiller. Nancy était folle, mais elle avait fini par faire ce qu'elle voulait. Il vit son visage 1 ou 2 fois quand elle tourna la tête pour regarder à travers la vitre s'il était prêt. Il lui fallut encore plus de temps pour monter et charger le Marlin. Cependant, la voiture vert foncé les rattrapait vite. Le pick-up devait rouler à 130 à l'heure, la voiture au moins à 160. Elle ne tarderait pas à toucher l'arrière du pick-up. Il regarda à nouveau la route derrière lui, au moment où ils arrivaient au bas d'une côte, et vit qu'il y avait maintenant 2 autres voitures à 500 ou 600 mètres derrière la verte. Le regard de Nancy allait du rétroviseur extérieur à la route goudronnée devant elle, mince ligne droite qui traversait broussailles et pâturages et semblait lui foncer dessus. La route, sur sa gauche, était longée par des kilomètres de clôtures de fils de fer et de pieux, et plus loin, enfin, un chemin latéral, annoncé par des poteaux et fermé par une barrière. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter pour ouvrir la porte. Ça, elle le savait. Il n'aurait pas le temps de charger le Marlin. Quand Majestic s'en rendit compte, il le posa très vite sur la valise ouverte et fut projeté contre le montant latéral du plateau quand le pick-up quitta la route et son pare-choc élevé enfonça la barrière en bois qui explosa littéralement. Quand les 3 voitures de Renda eurent franchi la barrière pour s'arrêter brutalement, le pick-up bondissait à travers le maigre pâturage, se créant aisément un chemin là où les voitures ne pouvaient le suivre. Personne ne le dit car c'était évident. Les grosses pierres, les trous, les cours d'eau à sec, aux bords escarpés, déchireraient le dessous de la carrosserie d'une automobile, démoliraient la suspension. Ils restèrent assis, Renda à l'avant, à côté de Lundy, Copas à l'arrière, à regarder la poussière se poser et plus loin, illuminée par le soleil, la petite tache jaune. « Il y a une route là-bas », finit par dire Renda. « Ils se dirigent forcément quelque part. »« Ils prennent un raccourci, » dit Lundy. « Ouais, » dit Copas, « il y en a un si je me souviens bien. Un chemin communal qui passe à moins de 2 kilomètres et qui grimpe dans la montagne. » Les 3 voitures n'eurent pas beaucoup de place pour faire demi-tour avant de franchir la barrière brisée par laquelle ils étaient entrés et de s'éloigner, Dodge verte en tête. Au bout de 8 kilomètres, le chemin cantonal, goudronné, se mit à grimper en lacet vers les cimes. Majestic se sentait mieux. Il avait le temps de respirer un peu, et il savait ce qu'il allait faire. Nancy l'avait mise en mesure de le faire. Elle lui en avait donné le temps. Elle avait dit qu'il avait besoin d'elle, et elle avait raison. Quand il lui fit signe, elle s'arrêta, il descendit du plateau et vint s'asseoir à côté d'elle. « On dirait bien qu'il n'y a pas moyen de se débarrasser de vous, hein ? Je vous avais prévenu, Vincent. C'était bien elle qu'il lui fallait avoir auprès de lui, mais pour le moment, il n'avait pas le temps de penser à elle. Il lui dit de rouler à 55 à l'heure pour que les autres puissent à nouveau les rattraper. Puis, il retourna derrière, sur le plateau, et ce fut la dernière chose qu'il lui dit pendant un moment. Il y avait, sur le plateau du pick-up, quelques cartons neufs pour emballer les melons, des rectangles plats dont il se fit un matelas pour amortir les saletés de rainure du plateau. Puis il plaça les 2 valises à l'arrière, contre le haillon, et appuya le fusil dessus. Quand il était allongé à plat ventre, elles étaient, l'une sur l'autre, à peu près de la bonne hauteur. Il tendit le bras pour tirer le verrou d'un côté du haillon. L'autre garderait le panneau fermé jusqu'à ce qu'il soit prêt. Quand il aperçut à nouveau les 3 voitures, elles se trouvaient sur un bon morceau de route qui montait tout droit, avec à droite, au-dessus d'eux, un versant couvert de pins, et à gauche, une pente abrupte de terrain argileux, parsemé de broussailles, qui plongeait d'une 20aine de mètres dans une végétation abondante. Maintenant,
Il allait devoir rester caché derrière le haillon et compter sur Nancy. À travers la vitre arrière de la cabine, il vit qu'elle le regardait et hochait la tête. Cela voulait dire que les autres arrivaient. Il entendit le moteur de la première voiture. Nancy surveillait la voiture dans le rétroviseur et apercevait aussi, parfois, les deux qui la suivaient. Elle les laissa venir, observant surtout la première pour voir ce qu'elle allait faire, tout en s'efforçant de maintenir le pick-up à une allure régulière sur la route étroite. La première voiture était à une quinzaine de mètres du pick-up, à 10 mètres, à 8. Elle s'apprêtait à le doubler. Nancy leva 2 doigts, signe de paix, devant la vitre arrière. Majestic était prêt. Il tendit le bras et dégagea le second verrou en tirant sur la chaîne. Le haillon bascula bruyamment. La Dodge verte était là qui fonçait, un peu sur la droite. Quand elle fut à 6 mètres, Majestic mit son visage près du fusil, tira 3 fois, vit le pare-brise exploser et la voiture zigzaguer. Elle vira, traversa la route en frôlant le haillon, heurta le remblai à droite et revint sur la route, tandis que les 2 autres voitures, qui arrivaient à fond de cale, freinaient brusquement en dérapant pour éviter la Dodge. Celle-ci tourna brutalement vers la gauche, franchit le bas-côté et plongea dans les buissons 20 mètres plus bas. Majestic tira 2 fois sur la deuxième voiture, l'Oldsmobile 98, mais elle était en train de tourner pour éviter le remblai. La charge de plomb effleura le côté de la voiture et toucha la troisième dont elle fit sauter un phare juste avant que cette voiture s'écrase dans l'aile arrière droite de l'Oldsmobile qu'elle mit en travers de la route. Alors, les 2 voitures s'arrêtèrent brutalement. Majestic fit signe à Nancy, sentit le pick-up faire une embardée, quand elle changea de vitesse et accéléra, laissant les 2 voitures accidentées au milieu de la route. La première chose que fit Lundy fut de descendre pour s'approcher du bas-côté et regarder la Dodge dont l'arrière pointait hors des broussailles. Aucun signe de ces 2 occupants. Ils étaient probablement encore à l'intérieur. Il ne voyait pas comment ils auraient pu être en vie, mais c'était possible. Lundy s'apprêtait à descendre quand Renda lui cria « Allez, Jean, viens !» Renda s'éloignait de l'arrière de l'Oldsmobile. L'autre voiture faisait lentement marche arrière. « On n'a rien, on peut y aller. »« Je pensais qu'on devrait, » fit Lundy. « Tu crois pas qu'on devrait aller voir ? On va remonter en voiture, Jean, on a perdu assez de temps comme ça. Allez, viens. Ils sont peut-être vivants, insista Lundy, gravement blessé, coincé là-dedans. Je m'en fous. On a quelque chose à faire tout de suite avant qu'il aille se planquer quelque part. Renda ne dit plus rien avant qu'il soit remonté en voiture et qu'il soit reparti, suivant la route dans les pins, cherchant des traces sur le côté, une ouverture entre les arbres dans laquelle il aurait pu tourner. Mais il ne voyait rien de significatif. Avec sa putain de camionnette, dit Renda, il peut aller n'importe où. Il connaît cette région. Il me l'a dit. Il vient chasser par ici. S'il la connaît, alors que nous, on la connaît pas, ça change tout, dit Lundy. Je sais pas, est-ce qu'il fuit ou quoi, le salaud? S'il est toujours sur la route, dit Lundy, on le rattrapera. Autrement, je sais pas non plus. Il y avait, tout près de là, une piste sur laquelle il lui était arrivé de s'asseoir, le marlin sur les genoux, pour attendre les cerfs, de la viande pour l'hiver, qu'il mettrait dans le congélateur qu'il avait payé 25 $. Il se demanda s'il irait chasser cet automne, si la fille serait encore là, si l'un ou l'autre d'entre eux serait là. Maintenant, il était assis avec son marlin, comme il lui était arrivé de venir s'asseoir là, mais cette fois il regardait, entre les arbres, la route, mince cordon noir qui tortillait tout au bas de la pente. Il se trouvait à environ 1 kilomètre de la cabane. Il se demanda si Renda allait y penser et serait capable de la retrouver. Non, il n'avait pas dû chercher des repères qu'il pourrait reconnaître. Il vivait dans un monde où l'on n'utilisait pas de points de repère. Il demanda à Nancy « Vous avez déjà abattu des cerfs ? Je crois que j'en serais incapable. Et si vous avez faim, je ne pourrais quand même pas. Vous mangez bien du bœuf, mais je n'ai pas à le tuer. D'accord, alors on va faire un marché. Je l'abats, vous le faites cuire. Quand est-ce qu'on fera ça, Vincent? Dans 2 ou 3 mois, nous aurons tout notre temps. Pour nous prélasser, boire de la bière, regarder la télé, peut-être quelques voyages. Où voulez-vous aller? Lui demanda-t-elle. Ça m'est égal, n'importe où. Est-ce que nous allons d'abord nous marier? Ouais, vous voulez. Il vaut autant mieux, hein, Vincent, dès que nous aurons un moment. Il regarda en bas de la pente et dit «
Voilà nos amis qui arrivent. Ils suivirent des yeux les deux voitures qui passaient en bas, sur la route sinueuse. Et maintenant, Vincent, maintenant, on leur file un grand coup de pied dans le cul, répondit Majestic. Dans la voiture qui suivait l'Oldsmobile, les trois hommes de Renda étaient d'accord pour penser que c'était complètement con de se balader comme ça dans les montagnes. Que Frank Renda n'avait qu'à se débrouiller tout seul s'il tenait tant que ça à descendre ce type. Qu'en revenant, s'il revenait jamais de cette saloperie d'endroit, il devrait peut-être s'arrêter pour s'occuper des deux gars dont la voiture avait quitté la route. Ils étaient sans doute morts. Personne n'avait appelé à l'aide, mais quand même. Par les fenêtres, ils regardaient les pentes, à droite et à gauche, mais ils savaient que si le type n'était plus sur la route, ils ne le trouveraient pas. Comment l'aurait-il pu? Ça devrait être du tout cuit, dit le gars assis sur le siège arrière. En attendant le bon moment, on pourrait liquider ce type de n'importe quelle façon. Mais se grouiller, comme ça tient pas debout. Tu veux savoir quel est le problème? Demanda le conducteur. Eh bien, c'est le type, le fermier. Il sait pas ce qu'il fabrique. Il devrait même plus être là. C'est ça? Dit le gars sur le siège arrière. S'il savait quoi que ce soit, il saurait qu'il ne devrait pas être là. C'est comme un clown qui mettrait pour la première fois les pieds dans un ring. Il est si maladroit, il fait tellement de fautes, qu'on peut pas le descendre, le salaud. C'est comme se battre contre un gaucher, dit le conducteur. Tu t'es déjà battu contre un gaucher? Ça, on s'y habitue, dit le gars assis sur le siège arrière. Moi, je parle d'un clown. Un pecno qui a pas un œuf, pas même une coquille. Comme ça, tu sais où le toucher, dit le conducteur. Merde, essaie d'abord d'arriver jusqu'à lui. Il faisait la conversation pour passer le temps. Celui qui était assis à l'arrière regardait, par la fenêtre latérale, les pentes grisâtres, les rochers. Ils arrivaient maintenant vers le haut et roulaient sur une ligne de crête. Il se tourna un peu pour regarder par la vitre arrière et s'écria « Merde !» L'exclamation fut assez forte pour attirer le regard du conducteur sur le rétroviseur et pour que son voisin se tourne vers l'arrière. Le capot du pick-up de Majestic les dominait de sa hauteur, les phares et la tôle jaune encadrés dans leur vitre arrière. Le type au volant regardait droit vers eux, en disant quelque chose, et la fille à côté de lui se baissait brusquement. Majestic appuya sur l'accélérateur, les rattrapa et enfonça le haut pare-choc dans l'arrière de la voiture. Il vit la voiture commencer à s'éloigner, mit le pied au plancher, attrapa à nouveau l'arrière et ne le lâcha plus, s'agrippant au volant pour rester dans l'alignement de la voiture qu'il tamponna et enfonça dans la descente sur la route étroite. Il souleva de la poussière en heurtant le bas-côté, mais ne lâcha toujours pas la voiture au-dessus de laquelle il vit du ciel. Tout en sachant ce qui arrivait, il appuya encore pendant 5 secondes sur le champignon, puis leva le pied et l'écrasa sur la pédale de frein. La voiture faillit prendre le virage. Elle patina, dérapa, puis elle heurta le bas-côté, enfonça le garde-fou, fit un tout en l'air et explosa 150 mètres plus bas. Majestic prit le virage, aperçut l'Oldsmobile 3 lacets plus bas, s'arrêta brutalement, fit demi-tour, repartit dans le sens dont ils étaient venus et vit la fumée qui s'élevait maintenant du ravin. Il était sûr que Renda avait entendu l'explosion et allait revenir. Il lui fallait donc remonter dans les pins et élaborer la suite des opérations. Dans le silence de la cabine, il entendit Nancy qui disait « J'espère que vous ne serez jamais fâché contre moi, Vincent. » L'Oldsmobile s'arrêta à l'abri d'un haut rocher en saillie. La route continuait dans l'ombre jusqu'à une muraille de rochers et de buissons avant de décrire un virage serré sur la droite. Lundy sortit la carte de la boîte à gants et la déplia sur le volant. En dehors des bruits qu'il faisait pour redresser la carte et en aplatir les plis, la voiture était silencieuse. Renda regardait droit devant lui à travers le pare-brise. « Ça ne fait pas 1 heure qu'on est là, » songeait-il, « et il est en train de nous tuer. Tu sais ce qu'il fait? Tu as compris maintenant ?» Bobby Copas se tortillait sur le siège arrière en regardant par la vitre d'un côté, puis de l'autre, en se penchant pour voir la crête des hauts rochers. C'était si calme. Le soleil ici en haut, l'ombre là en bas, rien ne bougeait. « C'est là qu'il chasse, » dit Renda. « Il nous a fait venir ici. »« Je vois où on est, » dit Lundy. « Le pavillon est à 10 ou 12 kilomètres à l'ouest, mais par un chemin détourné. À moins qu'on veuille retourner jusqu'à la grande route, mais je crois pas que c'est une bonne idée. » Renda ne l'écoutait pas. Il se représentait un homme en vêtements de travail,
chaussé de bottes à lacets. Un fermier, un homme qui vivait seul, cultivait des melons et ne parlait pas beaucoup. « Il nous a tendu un piège, » dit Renda. Ce garçon de ferme savait ce qu'il faisait depuis le début, et il nous a tendu un piège. Lundy lui demanda « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on retourne au pavillon? Je vois vraiment pas l'intérêt de traîner par ici. » Il attendit, la tête tournée vers Renda, qui regardait fixement par la fenêtre. « Dis, Frank, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il ne savait pas. Il se rendait compte maintenant qu'il ne savait rien de cet homme. C'était comme s'il l'avait rencontré, ici, pour la première fois. Il aurait dû savoir qu'au-dedans, sous l'enveloppe du fermier, il y avait quelqu'un d'autre, une autre personne. Le coup du type avec le quart, puis d'essayer de le ramener aux flics, de faire un marché. C'était pas des trucs de fermier. Il avait tellement voulu liquider ce type qu'il n'avait pas pris le temps de penser à lui, de l'étudier pour voir qui il était, à l'intérieur. Ça rime à rien de rester là, sans rien faire, dit Lundy. Renda continuait de fixer la muraille de rochers devant eux, là où la route faisait un lacet, en pensant à cet homme, en essayant de se rappeler les choses qu'il avait dites, en essayant de penser plus vite et mieux que lui maintenant, avant qu'il soit trop tard. Il ne vit pas la silhouette qui se tenait sur la crête des rochers, pas tout de suite. Et quand il la vit, c'était une ombre qui bougeait, une forme sombre qui se détachait sur le ciel, à une centaine de mètres, qui tenait quelque chose, le levait. « Allez-vous-en » Quand Renda le hurla, Lundy leva les yeux et la balle transperça le pare-brise, pour se ficher entre eux, dans le siège, avec un son plaintif, aigu, qui était dehors, très loin. La deuxième balle pénétra le verre à 5 centimètres du premier trou, et Renda hurla encore « Allez-vous-en » Majestic mit encore 4 30-30 dans la voiture avant qu'elle ait pris le virage et disparu. Il pouvait avoir touché un de ses occupants, mais il en doutait. Il aurait dû prendre un peu plus de temps pour tirer le deuxième coup, rectifier, viser un peu plus à gauche. Voilà ce que c'est. Vous ne chassez pas pendant 1 an et vous oubliez comment réagissent vos armes. Il quitta la crête de rocher et retourna dans les pins où Nancy attendait près du pick-up. Il s'approcha d'elle en secouant la tête. « Loupé. Maintenant il me va falloir le traquer. »« Maintenant ?» demanda-t-elle. Elle semblait un peu surprise. « Comment pourriez-vous le rattraper ?»« Il est obligé de suivre les routes, pas moi. »« Vous allez vraiment le poursuivre ?» insista Nancy. « Puisqu'on est déjà là, » répondit Majestic. Il la regarda incliner la tête, puis lever les yeux pour voir le ciel à travers les branches de pin. « Il me semble entendre un avion, » dit-elle. « Vous l'entendez ?» Il l'entendait. Il l'avait entendu en marchant dans les arbres après avoir quitté la crête. « Vous le verrez dans moins d'1 minute, » dit-il. « Mais c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. » Harold Ritchie avait d'abord appelé par radio les voitures qui patrouillaient sur les grandes routes jusqu'à 50 km à l'est d'Edna. Pendant la demi-heure qui avait suivi, aucune d'entre elles n'avait signalé un pick-up jaune à 4 roues motrices, poursuivi ou non par quelqu'un. Le lieutenant McAllen, en ayant conclu que Majestic avait dû les emmener dans les montagnes, il avait appelé la police de Phoenix pour demander un hélicoptère. Il parcourait ainsi plus de terrain en 1 heure qu'il pourrait le faire autrement en 1 semaine. Cela ne prit même pas aussi longtemps que ça. Ritchie et McAllen étaient partis patrouiller sur la grande route et certains chemins communaux. Ils se trouvaient près de la cabane à outils des services de voirie quand l'hélico les appela par radio. Malgré les parasites et le bruit du rotor, la voix du pilote était assez claire. « 3-4 Bravo, ici 3-4 Bravo. Je crois qu'on l'a repéré. Un pick-up jaune qui va vers le sud en direction de la route 201, à l'ouest de Santos Rim. Et si c'est pas lui, bon Dieu, c'est une chèvre des Rocheuses. Je croyais qu'il roulait sur une piste, mais il n'y a rien. Il saute sur les pierres, il voltige, il fonce. Il est en train de dévaler un torrent à sec, comme si c'était un toboggan à la foire. Faut vraiment voir ça. » McAllen et Ritchie échangèrent un regard. Ils se turent. « Maintenant, sur la 201, il va vers l'est, » fit la voix du pilote. Il s'interrompit, puis reprit. « Hé, v'là autre chose. On dirait une Oldsmobile ou une Buick, modèle récent, bleu foncé, à environ 800 mètres devant le pick-up, elle roule à tombeau ouvert. Je vais me rapprocher. Ici 3-4 Bravo. Terminé. » Le lieutenant McAllen regarda la lumière du soleil, du côté de la montagne, puis Harold Ritchie. « Vous ne croyez pas que... » dit McAllen. « J'aurais plutôt tendance à le croire. » « Oui, » répondit Ritchie.
Ils entendirent la radio crachoter, puis la voix du pilote revint. « Ici 3-4 Bravo, on dirait qu'ils ont disparu, je les vois plus, ni l'un ni l'autre. Ils ont dû tourner sur une piste dans les arbres. Quittez pas, je vais vous donner les coordonnées. » McAllen demanda à Ritchie. « L'endroit dont il parle, c'est à peu près à combien d'ici? Même vaguement. C'est pas loin. On en a pour 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend des coordonnées qu'il va nous donner. Et après, il nous resterait encore à le trouver, dit McAllen. « Si on faisait venir suffisamment de voitures là-haut, dit Ritchie, on y arriverait. » Mais est-ce qu'on y arriverait à temps? Ritchie ne comprit pas très bien ce que McAllen voulait dire. « À temps pourquoi? Demanda-t-il. « À temps pour l'empêcher de se suicider, répondit McAllen.